C'est ce qui vous a donné goût à la politique ? C'est ce qui m'a donné, oui, certainement goût à la politique. J'étais pas fait pour faire de la politique, hein. J'avais jamais eu. Moi, je suis entré en politique sur le tard. Hein. C'est quelque chose d'important. Ce qui m'a surtout, ce que j'ai surtout découvert pendant cette période, c'est quelque chose d'effarant. C'est qu'en fait, quand j'étais chez Gérard Longuet, c'était le cabinet, c'était dans le gouvernement Balladur sous la cohabitation avec François Mitterrand. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée pour vendre le TGV Séoul-Busan au Kazakhstan. Et ensuite, quand j'étais au cabinet de Monsieur de Charette, c'était sous la présidence Jacques Chirac. J'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, etc. Donc j'ai une bonne expérience des allées de pouvoir au plus haut niveau de l'État, à la fois de gauche et de droite. Et moi, ce que j'ai découvert vraiment avec beaucoup d'étonnement, même d'inquiétude, pour ne pas dire d'effarement, c'est qu'en réalité, la France n'est plus dirigée par les gens que les Français élisent. Voilà, les gens, en France, on élit, on va sans doute en parler pour l'élection présidentielle. Exactement. Mais pour l'élection présidentielle, en réalité, c'est devenu maintenant un théâtre d'ombre. C'est un petit peu comme si vous montiez à bord d'un avion, et puis une fois que vous êtes dans l'avion, on vous demande de choisir quel est le commandant de bord que vous allez avoir, mais on ne vous fait pas choisir le plan de vol, on ne vous demande pas quelle est la destination, puisque la destination, elle est déjà fixée. Et c'est ça que j'ai découvert dans les allées du pouvoir, c'est que finalement, en réalité, la France était lancée sur une espèce de pente accélérée, et que les vrais centres de pouvoir avaient été en fait transférés de la France vers 3 grands centres. L'Union européenne, la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort, et l'OTAN dont le siège est à Bruxelles, mais dont les décisions, le centre névralgique de commandement est à Washington. Voilà. Et donc je me suis dit, moi je voyais, vous savez, je suis un Français comme tout le monde, comme les autres. Moi j'ai des amis, j'ai des copains, j'ai des amis d'HEC, j'ai des amis, j'ai de la famille, qui sont pas du tout dans la politique, et j'ai vu le gouffre qu'il y avait entre la croyance que les Français ont du pouvoir d'un président de la République ou d'un gouvernement et la réalité des événements où, en fait, ils appliquent des lignes de vol, des plans de vol, comme je le disais tout à l'heure, qui ont déjà été déterminés par d'autres de façon totalement antidémocratique et à l'insu des Français. Dans un entretien à Libération, Najat Vallaud-Belkacem déclare, en parlant d'Emmanuel Macron, qu'il n'arrive pas à produire de projet en dit long sur l'impasse de son aventure, et quand il sortira de l'ambiguïté, il créera de nombreux mécontents. D'abord, soutien de Manuel Valls, aujourd'hui derrière Benoît Hamon. La ministre de l'Éducation nationale critique Emmanuel Macron depuis le début de sa campagne sur son manque de concret, justifié par l'absence de programme. Elle soutient aussi l'idée que les électeurs de gauche et de droite ont trop de différences pour se mettre d'accord. Si vous étiez un électeur d'Emmanuel Macron, 2 mois et demi avant la présidentielle, seriez-vous rassuré du fait qu'il n'a pas encore de programme ? Mais Monsieur Macron, il a un programme. Comme il l'a pas encore présenté. Mais moi, le voilà, je vais vous le donner. C'est le rapport 330-2016 final du 18 mai 2016 de la Commission européenne, qui est le rapport, les recommandations qui fixent le programme de ce que doit être la politique économique et sociale de la France pendant les années 2016 et 2017. Et en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est en ligne sur Internet, vous allez voir, et puis vous avez à la fin tout. Vous avez la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'augmentation de la TVA. Ça veut dire d'ailleurs qu'il va falloir que des personnes qui sont au minimum vieillesse payent un petit peu plus de TVA quand ils iront acheter leur baguette ou leur paquet de cigarettes, et pour le plus grand profit, eh bien des gens comme par exemple comme L'Oréal ou comme Vinci, c'est-à-dire il y aura un petit peu plus d'argent donné à ces grands nécessiteux que sont Madame Bettencourt, qui est la première fortune de France ou l'une des premières, ou bien à Monsieur ou à l'émir du Qatar qui possède 4,9% de Vinci, ou bien au fonds d'investissement américain qui possède 55% de Vinci. Vous dites donc qu'Emmanuel Macron a pris son programme quelque part ici, dans le document que vous tenez là. Ce n'est pas qu'il l'a pris, c'est qu'il est obligé de le faire, et pas seulement lui. C'est aussi le programme Fillon, mais c'est aussi le programme de tous les autres candidats, sauf moi, puisque tous les autres candidats, Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon y compris, prévoient tous de rester dans l'Union européenne. Ça, ce sont des recommandations. Il faut le lire. Vous savez, nous allons beaucoup diffuser ce document. Il n'y a pas que ça. Il y a l'ubérisation généralisée de la société française, le démantèlement des droits sociaux. Il faut lire ce qui vient de Bruxelles, parce que c'est ça. Une fois que la personne que les Français auront élue, sauf si c'est moi, puisque moi, la première décision que je prends, c'est de réunir un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour mettre en œuvre l'article 50 afin de faire sortir la France de l'Union européenne. C'est ce que les Britanniques vont faire dans quelques semaines. Mais tous les autres, dans le meilleur des cas, ils disent on va renégocier, il y aura rien, aucune renégociation possible, donc tous les autres resteront et devront appliquer cette feuille de route que je vous remets. Voilà. Et que je prends en main. Merci Lucas Pierre. Merci.